Pour être libre, il faut être craint. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a marqué ce mardi une nette évolution concernant la dissuasion nucléaire française. Mais alors, qu'est-ce que le président a annoncé concrètement? Pourquoi est-ce que c'est une évolution majeure et qu'est-ce qui fait débat? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à écouter ça chaque jour en podcast. Merci pour votre confiance et je vous mets tous les liens en description. Ce mardi, Emmanuel Macron a donc tenu un important discours depuis l'île Longue à Brest et ce choix, il n'est vraiment pas anodin puisque c'est là que peuvent stationner les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français qui sont capables donc de lancer des ogives nucléaires, autrement dit la partie de l'arme nucléaire qui contient l'explosif. Pour comprendre de quoi on parle, il faut rappeler que la France est aujourd'hui une puissance nucléaire qui est dotée donc de l'arme atomique, mais posséder en soi les missiles ne suffit pas, il faut aussi évidemment les moyens de les lancer. Pour cela, la France dispose notamment de 4 sous-marins, avec notamment un qui est toujours en mer pour être prêt à frapper, mais aussi des avions Rafale capables d'emporter et de larguer des missiles nucléaires. Tout cet équipement, ça constitue ce que l'on appelle l'arsenal de dissuasion nucléaire. Le but, c'est de décourager toute agression par la menace d'une potentielle riposte nucléaire. Au-delà donc de la simple possession de l'arme, ces moyens, ils permettent, comme le dit Emmanuel Macron, d'être craints. En gros, ne nous frappez pas, sinon on frappera avec une arme extrêmement destructrice. Alors pour autant, attention, ça ne veut pas dire que la France cherche à bombarder d'autres pays. La dissuasion nucléaire, c'est une stratégie défensive qui repose uniquement sur la menace d'utiliser l'arme nucléaire. En gros, l'adversaire, quel qu'il soit, sait que l'on dispose d'une arme destructrice et s'abstient donc de toute agression. L'objectif donc n'est pas de s'en servir, mais de dissuader. En prononçant son discours devant un sous-marin français, Emmanuel Macron a affirmé, je cite, qu'un seul des sous-marins nucléaires français pouvait provoquer autant de destruction que la somme de toutes les bombes tombées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le président français a d'ailleurs annoncé que la France allait augmenter son nombre de têtes nucléaires. Jusque-là, la France disposait officiellement de 290 têtes nucléaires. C'est un chiffre qui était public. Là, ce chiffre, donc, il va augmenter, mais en plus, les chiffres ne seront plus publics. C'est ce qu'a annoncé le président. Et ça reflète ce que l'on appelle une volonté d'ambiguïté stratégique. Pour faire simple, on ne donne pas trop d'informations pour ne pas dévoiler ses cartes. Donc, c'est pas la seule annonce qui a été faite cette semaine, mais il faut quand même noter que c'est une évolution importante, puisque jusqu'ici, depuis les années 90, la France avait diminué son arsenal nucléaire, adoptant ce que l'on appelle une logique de stricte suffisance. Autrement dit, elle ne cherchait plus à détenir le plus d'armes possible, estimant qu'il ne sert à rien d'être en capacité de détruire en quelque sorte plusieurs fois son adversaire, et que seule une capacité dissuasive suffisait. Et aujourd'hui donc, avec le contexte qui est ce qu'il est, que ce soit donc avec les États-Unis, l'Ukraine, la Russie ou encore maintenant le Moyen-Orient, à noter au passage par contre que ces annonces, elles étaient prévues avant le début des attaques au Moyen-Orient, donc même si ici elles prennent une place particulière, c'est pas forcément une réponse directe. En tout cas, en faisant ce choix-là, la France suit la lignée en quelque sorte de la plupart des grandes puissances mondiales. Mais l'autre élément qui a beaucoup fait réagir, qui est peut-être l'élément qui a fait le plus débat, c'est le fait que la France était maintenant prête à intégrer, je cite, une dimension européenne dans sa dissuasion nucléaire. Pour dire les choses très simplement, maintenant, sous certaines circonstances, la France pourrait progressivement déployer temporairement des rafales ou des sous-marins équipés d'armes nucléaires, le tout sur le territoire de pays européens qui l'acceptent. Il y a plusieurs pays qui se sont dit intéressés, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la Grèce et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni au passage qui dispose de l'arme nucléaire, mais de façon moins indépendante puisqu'il repose notamment sur les États-Unis, donc il ne dispose pas en quelque sorte d'une arme nucléaire pleinement indépendante comme on l'a de notre côté. Alors de quoi parle-t-on ici quand on parle de partage de l'arme nucléaire? En fait, attention, l'idée ce n'est pas de partager totalement l'arme nucléaire française, puisque, et c'est l'élément le plus important de cette annonce, il n'y aura, je cite, aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification ou de sa mise en œuvre. Ce que ça veut dire, c'est flou, c'est que la France restera seule maîtresse de la décision d'utiliser ou non une arme nucléaire. Mais simplement donc ce qui a été annoncé cette semaine, c'est que la France se laisse la possibilité, si elle le souhaite et que l'autre pays évidemment le veut, de déplacer des armes nucléaires pour partager en quelque sorte cette dissuasion nucléaire à d'autres pays européens. Bon d'ailleurs, on en a beaucoup parlé de la France, mais évidemment ce n'est pas la seule puissance nucléaire. Il y a aussi évidemment la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël de manière quasiment officielle et évidemment les États-Unis. Il faut savoir que dans le cadre de l'OTAN, donc cette alliance politico-militaire de
pays occidentaux, eh bien les États-Unis stationnent déjà de manière permanente des bombes nucléaires sur le territoire de plusieurs pays partenaires. C'est le cas de l'Italie, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique ou encore de la Turquie. Et là aussi, c'est un peu une organisation similaire à celle que propose la France. Il y a seulement les États-Unis qui peuvent choisir de l'utilisation ou non de ces bombes, mais tout de même donc ça permet de renforcer la dissuasion auprès d'autres pays. La France donc souhaite faire quelque chose de relativement similaire sans pour autant visiblement vouloir remplacer les États-Unis, mais elle souhaite tout de même donc le mettre en place au vu de l'incertitude et les différentes sorties de Donald Trump ces derniers jours qui semblaient en quelque sorte remettre en cause un potentiel soutien des pays européens. En tout cas, je vous le disais, il y a plusieurs éléments qui ont pu faire débat. D'abord, la question du réarmement général peut diviser. Certains estiment qu'il faut se réarmer pour être prêt à se défendre en cas de menace, mais pour d'autres, dans le cas de l'arme nucléaire, il s'agit d'une montée en armement mondial qui rend le monde plus incertain, et ça ne vaut pas donc que pour la France. Concernant maintenant la question d'une forme de partage de la dissuasion nucléaire, il faut savoir qu'à l'origine, quand ça avait été évoqué par Emmanuel Macron, il y avait une opposition extrêmement importante de très nombreux partis politiques, que ce soit les LR, la France Insoumise ou encore le RN. Mais depuis qu'il a été précisé que le choix de déclencher ou non une arme nucléaire restait français, eh bien les partis qui étaient opposés, ils sont désormais davantage ouverts. Voilà en tout cas pour la question de cette arme nucléaire. Maintenant pour revenir sur les dernières informations au Moyen-Orient où la guerre se poursuit. D'abord, l'Iran a affirmé ce jeudi qu'un missile iranien avait touché un pétrolier américain dans le Golfe au large de l'Iran. Cet incident, il n'a pas encore été confirmé de manière indépendante au moment où j'enregistre, mais il intervient alors que l'Iran dit avoir le contrôle total du détroit d'Ormuz, un point de passage extrêmement important, notamment pour le commerce mondial de pétrole. Je vous renvoie aux actus du jour qu'on a publiées avant-hier, vous pouvez les retrouver sur YouTube ou en podcast. Autre info importante, il y a 2 drones iraniens qui ont frappé un aéroport en Azerbaïdjan, un pays situé donc entre l'Europe et l'Asie, et c'est la première fois que ce pays est touché. L'Azerbaïdjan a averti l'Iran que cette frappe ne restera pas sans réponse, mais le vice-ministre des Affaires étrangères iranien dément fermement et accuse Israël d'être à l'origine de ces frappes. Par ailleurs, les bombardements se poursuivent, que ce soit au Liban avec des bombardements israéliens, en Iran avec des bombardements états-uniens et israéliens, ou encore notamment en Israël et dans plusieurs pays du Golfe avec des bombardements iraniens. Plusieurs centaines de personnes ont déjà été tuées, principalement en Iran, avec 787 personnes qui ont été tuées, dont 175 dans une école pour jeunes filles, selon une ONG locale. La situation demeure extrêmement critique, on va continuer à la suivre dans les prochaines heures, principalement sur notre compte Instagram. Vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Encore merci pour votre confiance, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le policier qui a tué Naël en juin 2023 lors d'un contrôle routier va être jugé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre. Petite remise en contexte, Naël Merzouk, un adolescent de 17 ans, a été tué par balle lors d'un contrôle routier à Nanterre après un refus d'obtempérer. La scène, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, avait déclenché 11 jours d'émeutes dans de nombreuses villes en France. Et donc en 2025, les juges d'instruction avaient décidé que le policier serait jugé pour meurtre, mais le fonctionnaire avait contesté cette décision. La cour d'appel lui a donc donné raison en retenant une accusation moins lourde. Elle estime qu'il n'est pas possible de prouver que le policier voulait tuer Naël au moment du tir. Pour l'avocat qui défend la mère de l'adolescent, cette décision est, je cite, scandaleuse et honteuse. Il a annoncé contester cette modification auprès de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction des affaires civiles et pénales en France, afin de vérifier si la loi a été correctement appliquée. À noter que le second policier présent lors du contrôle avait été entendu dans l'enquête pour une possible complicité de meurtre, mais la justice a décidé de ne pas le poursuivre. La décision a été confirmée ce jeudi par la cour d'appel. Deuxième actu, plus de 108 000 appels au 3919, le numéro d'écoute et d'orientation pour les femmes victimes de violences, ont été recensés en 2025 selon la Fédération nationale Solidarité Femmes qui la gère. C'est un record. Pour vous donner une idée, ça représente une hausse de 7,8% par rapport à 2024, qui était elle déjà une année record. La présidente de la fédération décrit des appels, je cite, de plus en plus lourds, évoquant des actes de torture et de barbarie. Parmi les appels reçus, 15% portent sur des violences sexuelles, 10% sur des cyberviolences conjugales, comme la géolocalisation ou le harcèlement par téléphone, et 6% sur des violences administratives. En gros, c'est lorsque le partenaire confisque ou détruit les documents administratifs, souvent dans le cas d'une conjointe étrangère, dans le but de bloquer ses demandes de droit. La majorité des appels, 63 500 pour être exact, concernent des violences conjugales. Elles se séparent en plusieurs catégories. La violence psychologique, dont
donc de l'emprise ou de la dévalorisation de la part du conjoint, les violences verbales et les violences physiques. Autre point qui représente 23% des appels pour violences conjugales, les violences économiques. C'est ce qui consiste à vouloir rendre la femme dépendante de son partenaire avec par exemple des interdictions de travailler ou d'avoir un compte. Troisième actu, l'ONG Médecins sans frontières a porté plainte pour diffamation contre un groupe britannique d'extrême droite après une agression verbale et des intimidations sur les côtes du littoral nord français. Plusieurs membres de l'organisation prévoient également de porter plainte pour violences psychologiques. Les faits se sont déroulés le 5 décembre 2025 dans le nord donc. Une équipe de soignants membres de Médecins sans frontières revenait d'une maraude. Ils étaient partis soigner des migrants ayant tenté la traversée de la Manche vers l'Angleterre. Selon MSF, 3 militants anglais d'extrême droite qui se revendiquent membres du mouvement britannique ultra-conservateur Raise the Colour les auraient alors approchés de manière menaçante en les insultant et en proférant des accusations mensongères. La scène a été filmée par les militants puis diffusée sur les réseaux sociaux. En fait, ça fait plusieurs mois que des militants de ce mouvement mènent des actions dans le nord de la France. Ils ont par exemple insulté des groupes de migrants en octobre. L'association Utopia 56 a aussi fait part d'intimidation de la part du groupuscule. L'objectif, tenter de dissuader les migrants présents au nord de la France de rejoindre l'Angleterre. Le 14 janvier 2026, le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs interdit de territoire 10 ressortissants britanniques liés au mouvement Raise the Colours. Quatrième actu au Népal, ce jeudi ont eu lieu les premières élections organisées dans le pays depuis les manifestations de la Gen Z en septembre qui avaient entraîné la chute du gouvernement en place et causé la mort de 59 manifestants, 10 prisonniers et 3 policiers. Concrètement, 19 millions de Népalais étaient appelés à voter pour désigner les membres de leur futur parlement. C'est ensuite ce parlement qui désignera le futur premier ministre et leader politique du pays. Depuis 6 mois, c'est un gouvernement provisoire qui dirige le pays. Le favori de ces nouvelles élections, c'est Balandra Shah, le maire de Katmandou, la capitale. C'est un ancien rappeur, désormais candidat indépendant. Il avait séduit les jeunes népalais avec une politique anti-système. Il est opposé à KP Sharma Oli, l'ancien premier ministre communiste qui a été destitué en septembre. Autre candidat, Gagan Thapa, leader du Congrès népalais, est positionné vers le centre-gauche de l'échiquier politique. Il faudra attendre plusieurs jours avant que la formation du gouvernement et les résultats définitifs ne soient confirmés. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, c'est un sujet dont on parlait hier et il y a donc une nouvelle information. La France n'enverra pas de représentants de son gouvernement à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan-Cortina, prévue ce vendredi à Vérone. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la ministre des Sports, Marina Ferrari. Cette décision pourrait également être valable pour la cérémonie de clôture qui se tiendra le 15 mars à Cortina. Ce boycott du gouvernement français, il vise à contester la participation de 10 athlètes russes et biélorusses sous leur drapeau et leur hymne, une première depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Depuis l'annonce officielle du Comité international paralympique, plusieurs comités paralympiques ont annoncé qu'ils boycottaient la cérémonie d'ouverture, à commencer par l'Ukraine. Le pays ne participera pas à la soirée en signe de protestation. Les délégations des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la République tchèque, de la Finlande, de la Pologne, de l'Estonie et de la Lettonie ont ensuite fait la même annonce. Alors maintenant qu'on a dit ça, c'est important de préciser que là on parle des représentants du gouvernement. La France sera elle bien présente à la cérémonie. Aucun athlète ne défilera en raison de l'éloignement trop important entre les lieux de compétition et Vérone, mais des bénévoles paraderont à leur place avec le drapeau tricolore. Et on termine avec cette actu et c'est une bonne nouvelle, l'assurance maladie va désormais rembourser un parcours de soins et d'éducation thérapeutique renforcé pour les adultes en situation d'obésité. La mesure a été officialisée par un arrêté publié au journal officiel ce mercredi à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Ce dispositif, expérimenté jusqu'ici dans la région Bourgogne-Franche-Comté, consiste en un accompagnement médical, un suivi diététique, un soutien psychologique et de l'activité physique adaptée. D'autres parcours centrés sur les enfants en situation d'obésité et les personnes orientées vers une opération de l'estomac sont en préparation selon la feuille de route 2026-2030 pour la prise en charge de l'obésité annoncée mi-janvier par la ministre de la Santé. En France, l'obésité touche environ 8 millions de personnes. Cette maladie augmente le risque de pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Elle peut aussi avoir des conséquences psychologiques et sociales importantes comme le manque d'estime de soi, la dépression ou l'isolement. Merci beaucoup Blanche. Alors je le disais, pour continuer à suivre l'actualité, rendez-vous sur Instagram. Si vous souhaitez suivre nos interviews, les actualités culturelles et le reste de l'actualité, rendez-vous aussi donc en podcast. Je vous mets le lien directement en description sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.